je m'ennuie rapidement. Bah, au lieu de me dire putain, je m'ennuie, ça fait chier, il faut que je trouve un truc qui me passionne et faire ça toute ma vie. Non, je m'ennuie rapidement, donc je vais comprendre ça, je comprends, je vais surfer dessus et je vais plutôt, bah, peut-être dans ma journée ou dans ma semaine, jongler entre deux trois business différents, deux trois activités. Parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, peut-être aller, voilà, alors quelqu'un qui démarre, c'est compliqué parce qu'il va pas se dire je vais lancer 3 business en même temps. Mais quand on commence à avoir plusieurs business, c'est de se dire ok, bah, je vais organiser ma semaine pour justement que ça me soit favorable et que je m'ennuie pas en fait. Et qu'en plus de Mhm. ça, si je m'ennuie pas, bah, je vais être plus performant, je vais être plus productif, je vais être meilleur, je vais avoir de meilleurs résultats. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, là, je viens de lancer l'enregistrement. C'est le moment où, normalement, Maxence, mon monteur, met la musique de la Ligue des Champions pour, parce qu'en fait, on a mon premier lapin. Cet épisode, c'est le deuxième qu'on essaie d'enregistrer. Et en fait, ben, on s'est un peu loupé. Et c'est pas de la faute de PE, c'est de ma faute parce que le calendrier n'a pas marché. Donc, je l'ai un peu affiché sur les réseaux à PE. Mais du coup, désolé. Mais c'était de la vanne, tu sais, c'est la gaudriole ici. Tu sais, c'est comme ça. Comment vas-tu? Ça va et toi, la forme? Bah, écoute, ça va. Je suis trop content de te voir. Il y a un quart d'heure, tu m'envoies un message. T'inquiète, ce coup-ci, je suis là et tout. Je dis, bon, ça va. J'ai l'impression de t'avoir brutalisé. C'était pas du tout Non, mon parce que truc. j'étais désolé aussi. J'étais désolé sur le coup. C'est pas drôle de se retrouver devant un fantôme, quoi. C'est pas grave. Dans tous les cas, on cherche du temps, mais on a réussi à le refaire et c'est trop cool. Et merci beaucoup d'être là. Ça me fait super plaisir. On se connaît très peu, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je connais plus ton travail que toi personnellement. Du coup, ça va être l'occasion là pendant une petite heure de se rencontrer. C'est top. Est-ce que tu peux te Carrément. présenter du coup? Ouais, carrément. Donc, je m'appelle Pierre-Elliott Lallemand. Je suis entrepreneur depuis aujourd'hui 3 ans. Donc, je suis quand même un jeune entrepreneur. Je suis le CEO et cofondateur de Skill, donc qui est une plateforme en fait de masterclass en ligne pour se former sur tout ce qui est compétences quand on est solopreneur. Et auparavant, j'ai aussi développé pas mal de réseaux sociaux. C'est vraiment là que je me suis lancé. J'ai lancé plein de petits business et j'ai créé beaucoup de contenu, notamment sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, un petit peu tous les réseaux sociaux en fait. Et j'ai développé une communauté aujourd'hui. Donc, si on compte TikTok, évidemment, de plus de 500 000 personnes. Ça me permet de pouvoir vendre des produits, de pouvoir faire des lancements, de pouvoir partager aussi sur les business que je mets en place. J'ai un peu cette casquette de je m'ennuie assez vite, donc j'aime bien toucher à plein de trucs. Et j'ai lancé pas mal de petits business dans ces 3 dernières années. Donc ça me permet de maîtriser pas mal de compétences et de pouvoir partager beaucoup de choses aussi à des personnes qui veulent se lancer, qui veulent devenir indépendantes et qui veulent voilà, peut-être vendre des formations, se lancer dans le e-commerce, créer une communauté. C'est des personnes que j'accompagne régulièrement grâce à mon contenu. Ok, super. Et toi, ton profil de base, t'es quoi? T'es plus issu du marketing, de la tech? T'es comment? En fait, j'ai fait une école de commerce. Donc, en fait, j'ai fait un DUT GEA, où j'ai appris plein de trucs, compta, machin et cetera. J'ai fait une école de commerce, plutôt marketing, tout ce qui est bizdev, tout ça. Et j'ai fait pas mal de stages, notamment c'était en start-up plutôt mes stages, en fait. J'ai fait un stage chez Michel et Augustin et j'ai fait un stage dans une start-up tech B2B. Et en fait, j'ai eu du mal à cerner mon profil. C'est-à-dire que je savais pas trop si j'aimais bien plus le marketing, plus la vente. Tu vois, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et en dernière année d'école de commerce, bah, en fait, j'ai lancé mon activité et je me suis un peu dirigé vers plus le marketing et les réseaux sociaux, un peu naturellement en fait, parce que c'était vraiment la solution pour m'émanciper de ce monde du salariat. Mhm. Et voilà, c'était un peu la seule méthode qu'il y avait. C'est-à-dire que c'est soit tu lançais un blog, soit tu créais une chaîne YouTube, ou tu faisais du e-commerce. Et en fait, tout est lié un peu au digital et au marketing. Donc, je me suis dirigé vers ça. Mais j'ai pas forcément de profil tech ou je D'accord. dirais plutôt marketing, ouais. Et du coup, l'idée de lancer ta boîte dès le départ, enfin même avant le départ, parce que c'est en dernière école dernière année d'école aussi, moi j'ai fait pareil, c'est à ce moment-là que je me suis lancé. C'était quoi l'objectif? C'était vraiment de pas aller dans le salariat ou tu avais un autre objectif? C'était ça. En fait, j'avais un problème en fait dans mes stages avec même dans mes expériences avec l'autorité, l'oppression, être un peu dans une cage. J'avais besoin de un peu d'être libre, parce que je suis quelqu'un qui a un peu des périodes dans la journée où il y a des périodes où je vais rien faire parce que j'ai pas d'énergie, il y a des périodes où j'ai de la très haute énergie et je vais très vite. Et c'était pas forcément le bon plan quand j'étais, enfin dans le job que j'ai eu en tout cas. J'ai toujours eu
des petits recadrages, etc. dans mes stages. Alors, je travaillais bien, en fait. Au bout du compte, j'avais toujours une évaluation positive. Mais au début, ils avaient du mal à me cerner. Ils me trouvaient un peu bizarre et de manière de travailler. Et, euh, et voilà. Voilà. Ok. C'était ça que tu demandais? Ouais, Parce que je me c'est suis perdu. exactement ça. C'était pourquoi le salariat, mais clairement. En Ouais, fait, donc c'est tu pour dis lancer plein m'émanciper de. de ça, ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Hein, je me suis, à titre perso, c'est un peu ça aussi. Hein. Et comment tu acceptes aujourd'hui le fait d'être, tu sais, le mot à la mode, c'est slasher, tu sais, d'aller de projet en projet, etc. Moi, c'est un truc qui m'a, à titre perso, vachement complexé. Parce que quand tu lis des grands livres, des grandes biographies, etc., tu vois les mecs, quelle a été la raison de ton succès? Bon, ça a été le focus. Genre, moi, j'ai jamais eu aucun focus, tu vois. Ouais. Je suis pas du tout, je suis un bon généraliste, si tu veux, mais j'ai besoin de faire beaucoup de choses pour m'animer et je commence à l'accepter, mais ça a été long. Je sais pas, toi, t'en es où par rapport à ce truc-là? Ouais, je pense que c'est une super réflexion. C'est un truc aussi où j'ai un peu de mal par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, bah voilà, si on veut vraiment réussir, il faut avoir un gros projet qu'on nourrit toute sa vie, qu'on emmène très loin et il y a des échecs, il y a des rebondissements et puis au final on y arrive et voilà, on a créé un truc de ouf. Mais c'est vrai que moi je m'ennuie assez vite, c'est-à-dire je fais une activité pendant un an et demi, même parfois moins je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du pot ou il faut que je la réactive avec un truc en changeant quelque chose ou alors il faut que je change de business model ou que je fasse autre chose à côté, tu vois. Et c'est pas simple parce que tu as l'impression que tu as du mal à aller au bout des choses et tu te dis est-ce que je peux vraiment le pousser plus loin? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est juste parce que c'est un truc que j'aimais pas forcément? En fait, tu te poses des questions. Moi, j'ai eu beaucoup cette remise en question de me dire est-ce que le problème c'est moi ou est-ce qu'en fait je dois accepter ça et essayer d'en justement en profiter et surfer dessus, tu vois? En mode OK, je m'ennuie rapidement, bah, au lieu de me dire putain, je m'ennuie, ça fait chier, il faut que je trouve un truc qui me passionne et faire ça toute ma vie. Non, je m'ennuie rapidement donc je vais comprendre ça, je comprends, je vais surfer dessus et je vais plutôt, bah, peut-être dans ma journée ou dans ma semaine, jongler entre deux trois business différents, deux trois activités. Parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire et du coup, peut-être aller voilà alors quelqu'un qui démarre, c'est compliqué parce qu'il va pas se dire: «Je vais lancer 3 business en même temps». Mais quand on commence à avoir plusieurs business, c'est de se dire: «OK, bah, je vais organiser ma semaine pour, justement que ça me soit favorable et que je m'ennuie pas, en fait». Et qu'en plus de Hmm. ça, si je m'ennuie pas, bah, je vais être plus performant, je vais être plus productif, je vais être meilleur, je vais avoir de meilleurs résultats. Donc c'est un peu dur à comprendre au début et d'ailleurs, j'ai encore un peu de mal, mais je pense que c'est bien de comprendre qui on est. Il y a les gens, ça va être des vrais porteurs de projets, c'est-à-dire toute leur vie, on va avoir un seul projet, ça va être leur vie, leur bébé. Moi, c'est pas mon cas, même s'il y a des projets que je porte plus que d'autres, mais je pense que c'est important déjà de le comprendre et Hmm. après de mettre sa façon de travailler en place par rapport à ça, en fait. Bah, de toute façon, c'est toujours pareil. En fait, je pense que l'erreur, bon, en tout cas, c'est le raisonnement que enfin, c'est la conclusion que j'en ai tirée. En fait, on dit il faut rester dans sa zone de génie, et donc c'est ça le focus en fait. Le focus, c'est un projet, etc. Mais non, en fait, c'est la zone de génie le projet, le focus. C'est-à-dire, Ouais, moi, je sais que je suis un bon généraliste, que je vais pouvoir avoir, je vais pas être un expert, je vais pas pouvoir le truc, mais je vais pouvoir facilement avoir les 20% de compétences en fait sur un business très rapidement. Je l'ai identifié et en fait, je me focalise que là-dessus. Et en fait, si je ne me consacre qu'à un seul projet, bah, en fait, je n'utilise pas du tout ma zone de génie, parce que ma zone de génie, c'est justement l'agilité. ouais, Et là-dessus, on se rejoint. Après, ce qui peut être un problème, c'est si jamais on ne va pas au bout des choses. On les démarre, on n'a pas d'input, on les set up pas et qu'on les lâche. Là, par contre, c'est sûr que c'est de la procrastination active et c'est ouais. un vrai problème. Mais si on arrive vraiment à actionner, après, il suffit d'être bon en délégation et puis de l'accepter. Ça amène à notre sujet, c'est la problématique d'identité. Quand tu te présentes aux gens, tu te dis quoi, toi? Bah, c'est une bonne question. Justement, tu m'as demandé de me présenter tout à l'heure. Euh, En fait, tu as des gens qui vont se présenter par rapport à leur expertise, tu as des gens qui vont se présenter par rapport à leur business. Je suis CEO de ou je suis expert en copywriting. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal. Déjà, je suis pas fan de me présenter de base. J'aime pas vraiment étaler ce que je fais. Et justement, il y a peut-être aussi ce côté, comme je fais pas un truc précis, euh, je vais pas dire que ça me saoule d'expliquer ce que je fais, mais tu vois, il y a ce côté un peu là en mode je sais pas vraiment, tu vois, comment le faire, comment bien prendre les choses. Parce que, en fait, il y a tellement de choses. Comme je t'ai dit, voilà, je suis créateur de contenu, j'ai skill. À côté, je fais aussi pas mal de trucs de mon côté dans les cryptos, les NFT, etc. Donc, en fait, tu sais pas trop quoi dire en premier. Et je pense que la meilleure manière de se présenter, c'est
voilà, de la faire assez courte et après plutôt d'expliquer vraiment ce que tu fais, quoi, de présenter les différentes choses et d'expliquer pourquoi tu as différentes choses, pourquoi tu fais t'as différents business models ou différents business. Je pense que c'est le mieux, mais effectivement, c'est pas simple. Tu as les gens qui, en 3 mots, ils se présentent. Je pense que nos profils, c'est plus compliqué parce qu'on a plus des profils où, en fait, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Donc, si on se présente, ça peut traîner en longueur, quoi. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression aussi que quand on te demande de te présenter, alors déjà on a un petit profil marketeur, du coup on aime bien adapter notre message à l'interlocuteur. Donc ça, je pense que Ouais. déjà ça nous savonne un peu la planche. Mais il y a autre chose, c'est que quand tu demandes à ton voisin si ça va, t'espères qu'un seul truc, c'est qu'ils te disent pas non ça va pas, tu comprends, en ce moment c'est dur, à la maison c'est compliqué. En fait, tu t'en fous de sa réponse. C'est juste de la courtoisie. Ouais. Mais et c'est factuel. Enfin moi en tout cas c'est le cas. Et j'ai l'impression que quand on se présente, il y a très peu de gens qui écoutent la réponse. Ouais. Donc, du coup, Ouais. moi là-dessus, ça me déculpabilise un petit peu à pas avoir une présentation ultra propre. Moi, je dis que je suis consultant. Moi, je dis Ouais. que je suis consultant. Ça englobe tout. Et voilà. Donc, Tu je peux me dire que t'es savonne un peu aussi, marketeur. mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ça sert à rien de mettre de l'enjeu là-dessus. Euh, En tout cas, c'est le petit hack que j'ai trouvé moi quand je me présente. Donc, Ouais, si. carrément. Vas-y, pardon. Non, mais t'as complètement raison. Et c'est vrai que, ouais, après, on peut simplifier la chose. On peut dire consultant, on peut dire marketeur, on peut dire entrepreneur. Bon, là, c'est encore plus vague. Le plus important, je pense, c'est pas comment tu te présentes, c'est plutôt quand tu vas être introduit par quelqu'un, c'est plutôt comment lui va te présenter. Ça, je pense que ça reste important parce que tu es face à des gens que tu connais pas et quand généralement on te présente, il y a aussi cet effet autorité. En mode, les gens ils vont se dire, ok, s'il le présente mal, le mec va pas trop m'intéresser. Alors que s'il présente bien, etc., ça peut m'intéresser, je peux avoir envie de lui parler. Et je préfère justement ce côté on me présente, là je j'aime bien que ce soit bien fait quand même, qui est quand même une sorte de cadre. Sauf que la personne, bah forcément comme moi je ne sais pas comment me présenter, bah, elle aussi elle va galérer à me Elle va présenter en interpréter, fait. ouais. Hmm. Exactement. Mais c'est vrai que tu as raison, quand nous on se présente nous-mêmes, en général les gens ils écoutent pas, quoi. C'est ouais. Au moins, en tout cas, c'était le grand sujet de ces dernières années. Ça a été l'identité à travers ce que je faisais. C'est un truc de ouf. Toi, du coup, comment tu démarres? Tu nous as un peu expliqué, donc, du coup, comment tu as démarré, mais qu'est-ce qui se passe à tes départs? Est-ce qu'il y a, ça démarre de suite? Est-ce qu'il y a est-ce que tu t'es loupé sur plusieurs sujets? Ou est-ce que tu as été plutôt chanceux? Comment ça s'est passé? Alors, il y a des deux. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment lancé. J'étais en école de commerce. J'ai fait. En fait, il y avait 5 ans. Donc 2 ans de DUT, 3 ans d'école de commerce. Pendant mes 3 ans d'école de commerce, entre la deuxième et la troisième année, j'ai eu une année de césure où je suis parti aux États-Unis, où j'ai fait là-bas en fait, un stage chez Michel Augustin, qui est une start-up française, mais qui a un pôle aux États-Unis. Donc, j'étais vendeur de cookies, hein, on pourrait dire ça. Et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat. Parce qu'aux États-Unis, j'étais à New York. Bon, voilà, à New York, ça fuse de partout. Les entrepreneurs là-bas, c'est la base. Il y a plus d'entrepreneurs que de salariés, limite. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs. Et c'est vraiment là-bas que tout a commencé. Tout allait plus vite. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, ok, je fais un stage. C'est sympa. C'était vraiment bien, le stage chez Michel Augustin. Mais moi, j'ai envie d'indépendant. J'ai envie de lancer mon propre truc. Qu'est-ce que je peux lancer? Parce que bon, une startup, ça va prendre du temps, je vais galérer au début, etc. Qu'est-ce que je peux lancer? Donc là, je commence à chercher sur Internet. Je tombe sur des trucs, les blogs, les e-commerce, machin, sur plein de vidéos YouTube. Je commence à découvrir ce milieu-là. Et je commence à tester des trucs. Donc un peu de dropshipping, un peu de blog, machin. Pas trop de résultats parce que j'applique bêtement ce que je vois sans forcément réfléchir parce que j'y connais rien, tu vois. Donc je fais les trucs mal. Genre, je commence un blog et au milieu de. Voilà, je crée tout mon blog, au milieu du truc, je me dis, mais en fait, je vais parler de quoi? Je savais pas, tu vois. Donc, j'ai arrêté et je me suis rendu compte que j'aimais pas écrire. Enfin, écrire, c'était le truc, écrire des articles, ça me branchait pas du tout. Et pareil pour Shopify, je commence à faire une boutique. J'ai mis 80 produits dans ma boutique. Et après les 80, je me dis, OK, maintenant, je peux commencer à envoyer du trafic, tu vois. Le truc qu'il faut surtout pas faire. Ouais, mais que tout le monde Donc, fait, malgré tout. exactement. L'erreur Normalement, classique. tu, Ouais. tu mets un produit, tu balances, et puis voilà. Et moi, voilà, j'ai commencé à mettre 80 produits. J'ai fait de la pub Facebook pour la première fois de ma vie. J'ai cramé les $100 que j'avais parce que j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque. Quand tu vis à New York, c'est compliqué en stage. Et, et là, du coup, je me suis retrouvé un peu dos au mur parce que je me suis dit, OK, j'ai plus de thunes à cramer. Je peux même plus lancer un blog parce que il faut acheter un nom de domaine et tout. J'avais pas trop de cash. Et ça coûte 100 balles avec l'hébergeur. Et je me dis, OK, il faut que je trouve un truc à lancer où j'ai pas besoin d'argent. Et là, en fait, je tombe sur une vidéo d'un Russe qui parle anglais et qui fait une vidéo où il explique que lui, il prend des produits sur Amazon, il les vend sur eBay
et ils gagnent plein d'argent. Et tu vois, les mecs, ils faisaient des 5 millions de CA par an, des 6 millions. J'étais en mode, ouais, c'est chelou ça. Tu prends sur Amazon, tu vends sur eBay, genre ça marche quoi. Genre tu gagnes de l'argent. Et j'ai commencé à le tester en France, effectivement ça marche. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont acheter un produit sur eBay à 10 euros, alors que sur Amazon, il est à 6 euros, tu vois. Il y a vraiment des arbitrages à faire là-dessus. Donc c'était assez fou. Après, j'ai dit Amazon, mais tu peux aussi aller sur AliExpress, tu peux aller sur Cdiscount. Voilà, tu prends vraiment ton produit où tu veux. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de CA. Et là, alors j'avais un petit problème de scaling parce que déjà, il y avait très peu de bénéfices. Et en plus, c'est un business qui est compliqué à scale. Et c'est pas Pourquoi? Parce que forcément marrant, tu vois. tu processes les commandes à la main? Ou comment ça Ouais, marche? alors il y a des outils, mais les outils, alors ils fonctionnent, mais c'est pas non plus le top. Surtout quand tu utilises des outils, bah, eBay les repère, ils peuvent te bloquer, donc tu as moins de visibilité sur la plateforme. Donc en fait, vaut mieux être en manuel. Sauf que si tu es en manuel, il faut recruter quelqu'un. Sauf que si tu as quelqu'un qui le fait pour toi, bah, le mec il va se dire, en fait, je peux le faire pour moi-même si je le fais pour lui. Pourquoi je ne fais pas le business pour moi, tu vois? Donc il y avait quelques incohérences qui me plaisaient pas. Et le business, c'était pas si marrant que ça, tu vois. Tu fais du flipping d'objets, bon, il y a pas vraiment de valeur. Clairement, c'est de l'argent, quoi. C'est que de l'argent. Donc, je me dis, ok, je vais faire autre chose. Sauf que j'avais pas trop d'idées. Et là, je commence à lancer une chaîne YouTube où, aucun rapport, hein, je parle de finances personnelles. Donc, au début, je parle de comment économiser de l'argent, comment gérer son argent. Parce que j'ai vu qu'aux States, ça commence à bien prendre. Il y a des chaînes maintenant, Graham Stephan, tout ça, ils ont 4 millions d'abonnés sur leur chaîne. Alors, il n'était pas trop là à l'époque, mais je voyais un peu le délire. Et au final, si j'étais resté sur ce créneau, peut-être que je serais encore plus loin, j'en sais rien, parce que ça a bien pété. Mais le problème que j'avais avec cette thématique, c'est que, je me faisais un peu chier à parler de finances personnelles parce qu'en fait, tu parles que d'économiser, machin, un truc. Bon, au bout d'un moment, t'attires aussi un peu des rats, quoi, tu vois. Mm. T'attires les vidéos que tu fais. Même si j'aurais pu dévier dans la bourse, crypto, tout ça, j'avais aucune compétence, donc je pouvais pas en parler à Mm. l'époque. Et en plus de ça, au bout de 10 vidéos, je savais plus quoi faire. Donc je me dis, ok, c'était cool, mais ça n'a pas trop marché en plus, hein. J'avais des 10-15 vues par vidéo, tu vois, en quelques mois. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de buzzer? J'étais un peu dans cette optique-là. Vas-y, je veux buzzer, je veux créer un truc qui va me rapporter des abonnés, machin. Et je me dis, ok, bah voilà, j'ai lancé une boutique eBay qui a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et bah, je vais en parler. Je vais faire une vidéo où j'en parle, où je dis aux gens, il y a le dropshipping sur Shopify, mais il y a aussi le dropshipping sur eBay. Je fais une vidéo. Je fais ma première vidéo, je la balance sur YouTube, pas de résultat. Pas de résultat, quelques vues, un petit peu plus que les autres, parce que j'avais fait une mini un peu sympa et tout, un peu plus que les autres. Et je commence à partager sur des groupes Facebook, je me fais insulter. Ouais, t'essaies de devenir un gourou du dropshipping, machin, donc je me fais insulter. Et je patiente, je patiente, je patiente. Et là, un jour, je sais pas pourquoi, la vidéo, elle fait 20 vues en une journée. Le lendemain, elle fait 40 vues. Le lendemain, 80 vues, 160. Et en fait, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à arriver fin 2018 à 2500, 3000 vues par jour. Tu vois, c'était à Noël, j'étais en train de manger, je vois, ça fait 3000 vues par jour. Le lendemain, 6000 vues par jour. Et là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et je commence à gagner des centaines et des centaines d'abonnés par jour, jusqu'à arriver, en fait, sur ma chaîne début janvier. Alors, sachant que 2 mois avant, j'avais 100 abonnés, et début janvier, je me retrouve, j'avais 3000 abonnés, tu vois. Donc, c'est pas grand-chose, sauf qu'en fait, sur YouTube, on fait un effet boule de neige. C'est-à-dire que quand on a 3000 abonnés, dès qu'on ressort une vidéo, maintenant, il n'y aura plus de vues, il y aura 300 vues, tu vois. Ouais, bien Et sûr. après, tu fais un effet boule de neige. Et ça m'a permis de développer une communauté comme ça, en fait. Et au début, Et j'avais vraiment une communauté très e-commerce. ce succès-là, tu as réussi à le, à le. C'était stratégique? Ou au contraire, enfin, comment dire, tu avais déjà des skills pour mettre, pour publier cette vidéo, la référencer, etc. Tu avais appris ou vraiment c'est en mode un peu surprise? Il y a des deux. En fait, il y a des deux. Il n'y avait pas vraiment de référencement naturel. Là, on était plus. Je voulais plus faire un buzz. Donc, j'avais compris les mécanismes de YouTube, que notamment, il fallait une bonne miniature et un bon titre. Donc, j'avais fait une miniature et un titre qui était vraiment, vraiment bien. Genre, le titre de la vidéo, c'était 10 000 euros en dropshipping, sans pub et sans boutique. Donc, en fait, j'ai fait exprès pour attirer l'attention des gens qui vont dire, OK, sans pub, sans boutique, qu'est-ce qu'il nous fait là? C'était fait exprès. Et la vidéo, elle était toute simple. C'était moi en face cam dans mon appartement de 12 mètres carrés. Il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a que moi qui parle. Un peu timide parce que je maîtrise pas encore les codes de YouTube. Donc, la vidéo n'était pas ouf en soi. Par contre, la miniature était bien, le titre était bien, et on était sur un marché tendance, porteur. Voilà, le dropshipping, c'était un peu le truc à la mode. Ouais, tu avais un Et, momentum, quoi. et je suis arrivé un peu à contre-courant, en fait, sur ça. Donc, ça a fait cliquer. Surtout, c'est ça que YouTube a dû repérer, ça a fait cliquer. Du coup, il a fait buzzer la vidéo. Aujourd'hui, elle doit avoir 120 000 vues, parce qu'avec le temps, elle a pris. Et ça m'a développé vraiment une communauté e-commerce. Donc, au début,
en fait, les 30 premières vidéos après la finance personnelle que j'ai fait sur ma chaîne. D'ailleurs, tu peux voir, tu vas sur ma chaîne, tu regardes les anciennes vidéos, tu as genre 15 vidéos de finance personnelle. Ensuite, tu as 20 vidéos d'e-commerce parce que j'ai bombardé eBay, j'ai fait plein de vidéos. C'est la technique que je peux donner. Quand il y a une vidéo qui marche sur votre chaîne, sortez beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que les gens qui arrivent, ils vont regarder votre vidéo qui a buzzé et ensuite, ils vont aller sur votre chaîne et ils vont regarder toutes vos autres vidéos. Donc, ça permet de faire une sorte de toile d'araignée. Et moi, j'avais fait ça et du coup, en fait, j'ai fait plein de vidéos sur eBay après qui ont fait 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Alors qu'eBay, c'est une niche, tu vois. Donc, ça m'a permis de vraiment créer une communauté autour de ça. Mais aujourd'hui, je parle plus trop d'eBay sur ma chaîne parce que j'avais un peu fait le tour. C'est un peu un sujet où tu fais vite le tour. C'est comme si tu faisais que des vidéos sur Shopify. Ouais, et Surtout que puis c'est un business que j'ai mis de côté, quoi. Donc, ouais, tu il y a un vois. vrai risque. Un risque Ouais, de t'isoler eBay dans qui se fait un. aspirer par un autre truc ou quoi que ce Ouais. soit. Il y a un vrai, il y a un vrai risque. Mais à quel moment tu monétises? À ce moment-là, tu gagnes pas d'argent. Alors, je ne gagne pas d'argent sauf avec eBay, du coup. Oui, voilà, mais pas avec Et ça. Ok. au bout d'un moment, quand je vois les vidéos qui pèsent, je me dis, bon, il serait peut-être temps de sortir un lead magnet ou un truc, tu vois, quand même, pour capturer des emails. Donc, première action, je me dis, je vais pas tourner une formation parce que tu sais, au début, tu dis, ouais, tourner une formation, ça va prendre 3 semaines, tu vois, tu te dis ça. Alors que maintenant, j'en claque une en une journée, quoi. Et à l'époque, du coup, je me dis, ok, je vais faire une liste de produits gagnants. C'est le truc où tu prends un fichier, t'en mets 30. Alors, il y a de la value, mais c'est rapide à faire, quoi. C'est ça qui est bien. Donc, je fais une liste de produits gagnants, je crée une petite page. Donc, en 2 jours, je lance un lead magnet, je capture des emails. Et en fait, c'est tellement ciblé que je capture des milliers d'emails, en fait. Je mets juste sous mes vidéos, il y a des centaines. Et voilà, j'arrive à faire une base de 2, 3 000, 4 000 emails en quelques semaines, en fait, juste sur cette thématique. Et après, forcément, bon, tu as juste un truc de produit gagnant. Les gens ils te disent, bon, est-ce qu'on peut avoir plus? Donc, je fais une formation offerte. Et c'est que quelques mois après, c'était en février 2019, où enfin quelques semaines, où j'ai lancé une formation payante, eBay. Et là, c'était la première expérience. C'était assez marrant parce que, en fait, j'avais peur de vendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné toute ma formation. Alors déjà, je l'ai tournée en mode. Alors, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas fait de prévente. J'aurais dû faire une prévente. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je la tourne, je fais un truc correct, mais pas ouf. Genre, je note 6 sur 10 dans ma tête et après, je l'améliorerai. Mais j'aurais Mhm. mieux fait de la prévendre, tu vois, faire une prévente et après la tourner. Et donc, voilà, je la tourne, je passe toute une soirée dessus. Elle dure 2h30, 3 heures, donc elle est bien. Et je sais que je peux faire mieux. Et là, le truc, c'est que je commence à avoir un syndrome de l'imposteur. Je me dis, ok, j'ai peur de la vendre. Je vais juste la mettre sous une vidéo YouTube et puis on verra ce qui se passe. Je fais 0 vente. Forcément, tu dis à personne que tu as un truc qui est sorti, Oui, c'est sûr. bah ça vend pas. Et le lendemain, enfin quelques jours après, je crois que c'est le jour de la Saint-Valentin, je me dis vas-y, je vais faire un mail marrant sur la Saint-Valentin avec le lien. Et puis j'ai fait 1 500 € en 2 jours, je crois. Donc c'est pas énorme, mais en fait, quand tu es alternant, que tu gagnes Ouais, mais t'y crois. 900 balles par mois, ouais, exactement. C'est Et en ça. plus, Ça te donne ce qui le. m'a fait Ça rire, existe. En fait, ça devient une réalité, en exactement, fait. Hmm. exactement. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais en alternance, j'étais en réunion avec mes boss, on pourrait dire ça à l'époque. Et ils me disaient, voilà, est-ce que à la fin de ton alternance, tu penses vouloir rester? Est-ce que ça t'intéresse? Tu vois, ils ne me proposaient pas, mais tu sentais qu'ils étaient en train de sonder le truc. Et, et là, en même temps, je recevais des notifs PayPal et Stripe, et du coup, c'était marrant, quoi, parce que dans ta tête, tu te dis, bah non, les gars, je me barre, quoi. C'est, Et c'est- c'était assez marrant. T'étais déjà. Ouais, tu vois, genre. Moi, j'ai déjà accepté des tafs, hein, enfin des missions de consulting. J'ai jamais vraiment été salarié, mais des missions de consulting qui m'intéressaient pas du tout, parce qu'en fait, j'assumais pas en fait le fait de gagner pas mal d'argent en automatique à côté. Où Ouais, j'avais le tribe qui travaillait et moi j'allais charbonner alors qu'en fait c'était pas du tout nécessaire. Et j'ai eu un moment avant de dire, ok, vis pleinement de ton truc. ouais. Arrête d'aller charbonner dans des trucs qui te plaisent pas, quoi. Si tu le fais, fais-le, mais genre pas par sécurité, parce que là, t'as plus de problème de sécurité. Toi, dès le premier jour, tu t'es déjà posé la question. Ah bah moi, dès que j'ai vu que j'ai fait 1 500 € en 2 jours, c'était en mode, bah les gars, ciao quoi. À la fin de Ah ouais, déjà, l'alternance, ok. enfin à la fin de l'alternance, j'ai fini mon alternance, donc en fait on était en février, l'alternance durait jusqu'en août. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, j'ai gagné 1 500 € en 2 jours. Alors c'est du CA, mais bon, on est dans de la formation, donc c'est quasiment du bénéf. Et ce qui est marrant, c'est qu'en août, au moment où je quitte l'alternance, je faisais 30 000 balles de bénéf, quoi. Le mois d'août, tu vois, le mec était devant son ordi, j'étais avec mon casque comme ça, je répondais à des appels et tout, parce que j'étais consultant en recrutement. Et du coup, j'étais tout le temps au téléphone, en fait, à appeler des gens pour les recrutements et tout. Et j'étais payé 1000 balles. Et c'était assez marrant parce que bah, j'étais peut-être le mec, tu vois, sur un plateau, on était genre 100, 150, j'étais peut-être le mec qui gagnait le plus, en fait. Et il y avait tous les boss et tout. Et alors que moi,
je vendais des trucs à distance et j'étais même pas en train de travailler sur mon business, j'étais en train de travailler pour eux, tu vois. Donc c'était assez lunaire en fait quand tu y réfléchis le truc. Je sais pas si ça peut être réplicable encore. Tu crois que c'est encore possible? Un truc comme ça? Aussi vite? Ouais. Ouais, si, ça se fait encore. Parce que, alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qui est intéressant de comprendre, c'est que moi, je suis plutôt un adepte de l'organique. Il y en a qui font beaucoup de publicité, etc. Mm. Moi, globalement, tous mes business sont tournés en organique. Alors, j'ai fait de la pub et j'aime bien la pub, mais moi, ça a marché comme ça. C'est-à-dire que je me suis vraiment lancé en créant une communauté, capturant des emails et en vendant des produits, quoi. Et c'est vrai que l'année 2019, alors jusqu'à après le Covid 2020, c'était assez fou. Là, sur cette année 2021, on a une certaine baisse des résultats. Je vois sur tout le marché, globalement, sur ces pratiques-là d'organique. Mais si tu as une communauté soudée et que tu vends tes produits et que ta communauté vraiment elle est fan, tu peux répliquer la même chose. Ouais. On a également un ralentissement côté pub. Parce que du coup, moi, j'ai jamais fait d'organique de ma vie. Même ce podcast, il est pubé. Et on a également, alors il y a très peu de gens qui l'avouent, mais pour faire du consulting dans d'autres business et en ayant les propres business en interne, je vois qu'il y a un ralentissement global. Et sur des pubs qu'on gère et des pubs qu'on gère pas. Donc l'élément de ralentissement, c'est pas que nous en fait. C'est pas que nous en interne. Non, mais... Donc je le vois, j'ai l'impression que c'est assez macro quoi. C'est pas que leur gars, mais oui. Ouais, complètement. C'est global. C'est voilà, le marché complet. Il y a des hauts et des bas. Hein, c'est normal. Je pense que à voir si on est en fin de cycle ou si les gens ils attendent autre chose ou s'il faut se réinventer ou alors si c'est juste une baisse à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois, il y a peut-être eu un moment où les gens ils avaient moins envie de dépenser ou enfin il y a plein de paramètres. C'est compliqué de faire une analyse, mais dans tous les cas, et c'est pour ça aussi que c'est important l'organique, je pense, c'est que quand on a un business et justement pour éviter d'avoir ces problèmes de comme tu l'as dit, en publicité, voilà, il peut aussi y avoir Facebook qui nous bloque. Il peut aussi y avoir des baisses, voilà, les prix qui augmentent à fond sur les coûts par clic ou les coûts d'achat, etc., au coût par lead. Et c'est pour ça que j'ai créé de l'organique. Parce que je me dis, OK, si un jour, il y a des problèmes de plateforme, parce que moi, je me suis fait bloquer Facebook de partout, je me suis dit, OK, bah, au pire, tu as ta communauté, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le mieux. Je dis au pire, c'est une façon de parler. Hein, mais Non, j'ai toujours ma bien sûr, mais communauté. 100% d'accord. Le jour où tu as un coup dur, si tu as l'organique, tu peux rajouter de la publicité facilement. Mais si tu es full publicité, c'est très compliqué de rajouter de l'organique parce que tu es dans un coup dur maintenant, quoi. C'est plutôt évident. Ouais. Tu vas pas te dire, vas-y, je lance ma chaîne YouTube. Enfin, tu peux, mais au final, ça va être long, quoi. Donc, Exactement. c'est l'avantage d'une communauté. Et c'est pour ça que j'ai créé une communauté. Alors, je sais pas si c'était mon but au début, mais je me suis dit, c'est une sorte d'actif qui va m'accompagner toute ma vie. Sauf si vraiment je deviens boulanger, tu vois, mais c'est un actif qui va me suivre. Et dès lors que je vais sortir un produit ou lancer un projet, en plus, je lance pas mal de trucs, et ben les gens, ils vont être intéressés, ils vont me suivre, ils vont regarder, etc. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Après, effectivement, je pense que si on veut scaler un business très très haut, il faut faire de la pub. Mais du moins, l'organique permet une stabilité et permet de vraiment se dire, OK, bah, dans un an, en fait, je peux toujours avoir des revenus, même si je fais pas de pub, parce que j'ai ma communauté, parce que j'ai des choses en place, quoi. Et en plus de ça, si tu as vraiment. Et là, je te rejoins. Moi, du coup, c'est un peu une introspection aussi parce que je me dis, nous, on n'a pas de communauté. Quand on lance un business, on repart à chaque fois de zéro. Ouais. Toi, tu démarres toujours d'un truc. Et en plus de ça, les gens qui te suivent, c'est toujours des meilleurs prospects en fait que les gens qui ne connaissent pas. 1000 personnes qui sont fans de toi, c'est l'équivalent de peut-être 100 000 ou peut-être 50 000 de gens qui ne te connaissent pas. Il va falloir faire 50 fois plus d'efforts, quoi. Donc non, là-dessus, je te rejoins carrément. Justement, quand tu lances Skill, comment tu l'amènes à la communauté? Comment tu fais un pas vers eux pour leur dire voilà, je serai plus forcément la tête de je serai plus forcément l'image. On est plein de semblables et vous allez avoir accès à tout le monde. Ouais, bah, c'est assez marrant parce que c'est vrai que, en fait, on l'a un peu lancé à la mode startup, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va tester déjà le truc, on va lancer un truc gratuit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était en novembre 2020, donc il y a un an pile en fait. On a lancé une plateforme avec quelques masterclass, un truc. Alors, c'était beau, mais c'était fait rapidement, quoi. Un truc fait en une semaine où les gens, on leur a demandé de faire des masterclass chez eux. On a contacté des potes entrepreneurs, on leur a dit voilà, est-ce que tu peux nous faire des petites vidéos chez toi, assez bien filmées, etc. On a demandé à une dizaine de personnes et les 10 ont dit oui, je crois, tu vois. Donc, on a eu une dizaine de masterclass. On les a mises, on a mis 3 d'un coup, puis une par semaine sur la plateforme. Et on a dit, moi, j'ai dit à ma communauté, super simple, il n'y a même pas eu d'événement. J'ai envoyé un mail, j'ai posté sur les réseaux, j'ai dit, je lance ça. C'est une sorte de, à la base, on l'a fait en mode, c'est un Netflix pour entrepreneurs parce qu'on se cherchait un peu, tu vois. Donc, on a dit, on a fait simple. C'est une plateforme comme Netflix pour les solopreneurs, pour les entrepreneurs. Dessus, il y a des masterclass données
par des gens qui ont des compétences qui ont de fortes compétences dans des domaines, type YouTube, type copywriting, etc. Allez sur la plateforme, c'est gratuit, vous mettez votre email, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez pendant plusieurs mois, il n'y a aucun problème. Parce qu'en plus, pourquoi on a lancé rapidement? Parce qu'en plus, si on voulait encaisser de l'argent, il fallait créer une boîte, machin, un truc. Donc, en fait, le truc était long. Et on s'est dit, autant tester, on crée une communauté autour du produit. Donc, en fait, j'ai utilisé ma communauté et plus les gens qui se sont ramenés pour créer la communauté autour du produit. Donc, c'est-à-dire que la communauté qui est autour du produit, en fait, c'est un peu certaines personnes de ma communauté, certaines personnes de la communauté de Pablo et certaines personnes qui ont débarqué, qui ont vu le projet et qui sont construits en fait autour du projet Skill, qui ont créé un noyau dur. Donc, on a créé un groupe Facebook, etc. Bon, un peu classique, où aujourd'hui, il y a 3000 personnes. Il y avait à peu près 2000 personnes après la bêta test. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé cette bêta test entièrement gratuite, en 3 semaines, on avait 2000 emails, quoi. 2000 emails, 2000 personnes sur un groupe. Et on les a teasés du coup pendant plusieurs mois. On leur a envoyé un questionnaire pour qu'ils répondent. Donc, on a eu 600 réponses à notre questionnaire, ce qui est qui est beaucoup en organique. Ouais. Donc, on a envoyé un questionnaire, 30 questions en plus. Il était assez long. Questionnaire, plus on a teasé sur ce qu'on faisait, sur l'avancée du projet, etc. Et lorsqu'on a lancé le projet, donc en avril, alors on a un peu tardé, on devait lancer en février, on a lancé en avril parce qu'avec l'administratif, on a mis un peu de temps. Et en avril 2021, donc de cette année, ce qui s'est passé, c'est que au moment où on a sorti le produit, on a juste fait un live Facebook, tu vois. On était 100 en live et il y a 40 personnes qui ont payé. Tu vois, donc Wow. 40% des gens qui étaient en live qui ont payé. Et sur les 2000 personnes qu'on a vues à la bêta test, tu en as en tout 200 qui ont payé, enfin qui ont pris un pass. Alors, Donc tous ceux 10%. qui arrivent sur le bêta, pour continuer, ils ont dû passer en payant, c'est ça? C'est-à-dire que la plateforme, on leur a dit, en fait, au bout d'un moment, ce sera payant, il y aura un prix pour les bêta-testeurs, mais ce sera payant. Donc la Ok. plateforme, elle a changé. Donc en fait, en février, on a coupé la plateforme de bêta-test, le site a changé, on l'a retapé, etc. Donc ils pouvaient plus y aller. Ensuite, en avril, quand on a lancé, il y avait le nouveau site, on a fait le lancement et on a dit, voilà, pour y accéder, maintenant, il faut payer. Mais ça, ils avaient été prévenus. Tu vois, on avait fait un questionnaire avant, on avait sondé le prix. C'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et on leur a dit, voilà, maintenant, c'est 9,90 pour vous, alors qu'après, en prix public, ce sera 16,90. Donc déjà, 16,90, c'est pas cher. 9,90, c'était complètement cadeau. Il y en a beaucoup qui ont pris le pass annuel, d'ailleurs, directement. Forcément, audience très chaude, donc les gens, ils prennent, tu as dû avoir 50% de pass annuel. Ce qui est un taux élevé. En général, c'est plus du 10% ou un truc du genre. Et ouais, on a donc 40 personnes en live. Ensuite, on a mailé, posté sur les groupes, etc. Donc là, juste dans la communauté, il n'y a même pas eu de lancement public. Donc, on arrive à 200 clients, ce qui fait à peu près 10% des gens qui ont participé à la bêta test. Tu vois, sur les 2000, on en a signé 200. Et les autres, en fait, ils suivaient toujours le projet. Donc, ils se sont dit peut-être plus tard, peut-être machin. Ils regardaient le projet. Ils sont peut-être inscrits d'ailleurs après. Et après, on a fait un lancement public. Donc là, sur ma communauté au global, plus sur celle de Pablo, plus sur les réseaux sociaux, enfin partout. Et là, on a signé 200 clients en plus aussi. Donc, on est arrivé à 400 clients. En sachant qu'on est sur un produit, même si c'est pas cher, c'est un abonnement. Donc, il y a un engagement de la part de la personne. Et forcément, c'est plus compliqué à closer. Parce que la personne, elle sait qu'elle va rester abonnée, quoi. Donc, forcément, elle se dit, il y a toujours un blocage, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus compliqué de convertir un abonnement parce que la personne va se dire, je vais te prélever tous les mois, quoi. Ouais, Et forcément, c'est plus complexe. Enfin, pour avoir pas mal testé de trucs, les conversions sont quand même beaucoup moins élevées c'est plus facile de vendre un produit à 100 € qu'un abonnement à 17 €, quoi. Ouais, 100%. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pallier à ce truc-là? C'est encore un travail qui est en cours ou est-ce que vous avez développé une stratégie marketing particulière? Alors, c'est toujours en cours. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de stratégie marketing en place, c'est-à-dire qu'on a 500 clients sur la plateforme, mais on n'a pas de stratégie marketing en place. Dans le sens où, comme on est en train de développer la V2, on a été aussi dans un process de levée de fonds qui n'a pas abouti aujourd'hui parce qu'on commençait à mettre trop d'énergie dedans et en fait, le produit avançait pas, le projet avançait pas. Donc, on s'est dit, OK, au lieu de lever des fonds autant faire les fonds nous-mêmes, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais, Donc, bootstrap, ouais. là, on est en train de développer une stratégie marketing justement pour permettre d'aller chercher ces fonds-là. La complexité de ce business, c'est en fait, on a différents coûts qui sont assez élevés. Il y a la partie marketing où forcément il faut balancer de la pub, etc., ou aller chercher des influenceurs. Donc il y a aussi des stratégies gratuites, notamment nous, on est en train de créer une armée d'affiliés. On est en train aussi de faire une grosse stratégie de contenu, qui sont des stratégies qui sont gratuites, mais globalement le gros scaling va se faire avec la partie payante. Donc il y a un gros coût là-dessus. Et le deuxième gros coût, c'est sur le tournage. Parce que nous, on finance nous-mêmes les tournages et les montages. Donc, une masterclass nous coûte 1 500 à 2 000 € pour la création, ce qui est assez élevé. C'est pour ça, au début, qu'on voulait lever des fonds.
parce qu'il y avait cet aspect montage. C'est pas comme si on avait un logiciel qui tournait, etc. On Ouais. doit sans cesse réactiver du contenu. Et Mais c'est assez pas- complexe en fait. par Comme contre, c'est la fait. qualité, je me permets juste de noter, la qualité est juste incroyable. Ouais, Enfin, ouais, ouais. la plateforme est belle et le contenu est magnifique. Enfin, je, c'est dans ce Bah, c'est sens-là le où but. Ouais, moi j'ai dit, ok, on est vraiment sur des gens qui font pas comme les autres, quoi. Des gens qui ont ouais, ouais. décidé de Bah, taper le but, fort, quoi. c'est le but, c'est vraiment de créer une expérience parce qu'on s'est rendu compte, et moi le premier, parce que j'ai vendu, alors j'ai vendu plusieurs dizaines de milliers de formations en ligne. Alors, je vends à des lots tickets, hein, donc c'est normal, je suis entre 0 et 100 euros. Donc, en tout, j'ai fait en CA, ça fait un peu plus d'1 million. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable problème dans l'expérience qui est vécue dans les formations. C'est-à-dire que quand tu achètes 5 formations, bah, tu ne sais pas où elles sont. C'est un client différent, sur des plateformes différentes, tu ne sais pas où elles sont. Quand tu achètes, et alors après, c'est le marché global, je ne critique pas du tout parce que j'en ai fait partie, mais tu vois, quand tu achètes sur une pub Facebook, bah, le mec, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas s'il est fiable, tu ne sais pas s'il est bien, tu ne sais pas si c'est un expert dans son domaine. Dans la formation en question, le son, parfois, il est mauvais, parfois, l'image est mauvaise. Enfin, ça manque d'expérience. Et encore une fois, je critique pas parce que je vends des formations comme ça, des formations normales, quoi. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui veulent plus, qui veulent vivre une expérience, qui veulent aller plus loin et qui recherchent aussi un gage de qualité, qui ont peur de se lancer dans des formations parce qu'elles en ont collectionné plein, parce qu'elles en ont eu plein, elles veulent vivre autre chose. Et nous, on est là pour vraiment que ces personnes aient accès à des gens de qualité et qu'elles n'aient pas besoin de se poser la question: est-ce que ce mec-là, il est bien? Est-ce que cette fille-là, elle est bien? Je vais me renseigner sur elle. Non. Quand la personne est sur Skill et donne une masterclass sur Skill, c'est que cette personne a des compétences. Cette personne sait ce qu'elle fait, cette personne est bonne dans son domaine, cette personne est pédagogue, et ça, c'est important pour nous. Et Mm. l'expérience qui va être vécue dans Skill, sur chaque masterclass, comme en fait, c'est l'avantage de tourner et de réaliser toutes les masterclass, c'est que le branding va être le même sur toutes les masterclass. Aujourd'hui, quand on va sur un site comme Udemy, bah, on peut d'une formation à l'autre, voilà, ça peut être pourri comme Ouais. ça peut être bien, quoi. Là, sur Skill, on est sûr que toutes les masterclass ont le même branding. Donc, c'est un avantage. Et l'inconvénient, forcément, c'est que bah, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'on doit investir de l'argent et du temps dans la création de ces masterclass parce que forcément, on va plus loin, quoi. Mais c'est dans ce sens-là où quand tu dis on est le Netflix de la formation, je dis oui, vous n'êtes pas le Amazon de la formation. Parce que Ouais, ouais, Netflix, ben, quand ils produisent un truc, en fait, vous êtes une putain de boîte de prod, en fait. Et c'est c'est ça. juste, c'est ce qui fait qu'en fait, vous êtes, le marché, il est là. Et vous, ce que vous produisez en qualité, c'est là. Et je trouve ça juste oufissime. Ouais, Franchement, carrément. Bah, c'est exactement ce que tu as c'est, dit. On est une boîte de prod. Et c'est là aussi où le scaling est compliqué. C'est un vrai challenge, hein. C'est-à-dire que on est une boîte de prod, donc une boîte de prod, bah, ça doit prod, donc on doit toujours être dans la production, et en même temps, on doit scaler le marketing et le produit. Donc c'est là où il y a un vrai challenge, c'est que en général, quand on lance une boîte, etc., faut se focaliser sur le produit, il faut se focaliser sur la croissance de sa boîte, mais nous aussi, on doit aussi se focaliser sur la partie production. Et c'est là où Mhm. il y a un challenge, c'est qu'on doit vraiment qu'il n'y en ait pas un qui contrebalance, qu'on ne soit pas que sur la production, parce que sinon on n'a pas de clients, qu'on ne soit pas que sur le marketing, parce que sinon il n'y a plus de production. Et il y a un vrai challenge là-dessus qui est assez ouf. Et, et c'est ce qu'on est en train de voir justement. Bah, après, il y a toute une stratégie de comment réduire les coûts de production, mais tout en ayant la même qualité. Comment on peut scale le marketing sans forcément trop dépenser, puisque forcément, on n'a pas levé de fonds. Donc voilà, tu vois, il y a un vrai challenge Et qui est sur assez un cool. modèle à labo, en plus de ça, tu as un BFR à financer qui est plus long. Le payback, il est Ouais, plus long, puisque tu vas avoir exactement. un coût de la conversion qui va être très certainement supérieur à ta première mensualité ou Exactement. à ce que la personne va payer en premier. Donc ouais, carrément, bah, c'est des enjeux de SaaS et de production. Donc ouais, vous êtes sur un sujet qui est très vaste. Après, en termes de boîte de prod, ça va faire sourire, mais pour moi, ceux qui ont fait un truc assez ouf en termes de scaling, c'est Jackie et Michel. La façon dont Ouais, ils ont produit leur film, s'il y a quelques hypocrites qui ne savent pas ce que c'est une plateforme, c'est un site de films pour adultes. Et en fait, les producteurs vont eux-mêmes le réaliser et proposer le projet directement à la plateforme. Et la plateforme va acheter les droits ou non. Donc, un petit peu comme on ferait un disque, on le propose au major qui va le diffuser. C'est un peu le même principe. Et je trouve que là-dessus, ils ont été forts. Après, bon, c'est une autre industrie et c'est d'autres codes. Mais déjà, ce que vous avez fait, je trouve ça ouais, c'est complètement ouf, quoi. intéressant aussi. Bah, en fait, on a hésité à un moment à se dire est-ce qu'on accepte des masterclass extérieures? C'est-à-dire, tu vois, Mm. quelqu'un qui va racheter des droits, tu vois. Bah, c'est ce que fait Netflix aussi. Ils ont des films qui ne sont pas produits par Netflix.
Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on autorise des masterclass extérieures? Quelqu'un qui va nous dire, je veux mettre ma masterclass sur Skill. C'est une question qu'on s'est posée. Pour l'instant, on ne l'a pas fait parce qu'on se disait que voilà, on avait notre unicité telle qu'on l'a aujourd'hui. Après, le business model peut évoluer et il y a des choses qui peuvent être faites, quoi. C'est clair que c'est différent et ça permettrait aussi d'avoir d'autres possibilités au sein de la plateforme et d'autres contenus. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Effectivement, c'est aussi intéressant parce que ça permet aussi de réduire les coûts de production, forcément. Clairement. Et est-ce que du coup, les gens qui viennent poser leur masterclass chez vous, dans l'état, dans le fonctionnement actuel, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est quoi quelle est leur motivation pour venir en fait faire une journée de tournage chez toi et poser ça? Tu veux dire au niveau des formateurs, du coup? Oui, exactement. Ouais, pardon. Ouais, au niveau Ouais. c'est ça. Bah, en fait, c'est marrant parce que quand on s'est lancé au tout début, et d'ailleurs sur toutes les premières masterclass jusqu'à maintenant, la plupart des personnes avec qui on a fait des masterclass, c'est soit des gens de notre réseau, donc du coup qui ont voulu le faire parce que pour nous aider, pour propulser le projet, soit des personnes qui ont envie de partager, qui ont envie aussi de se mettre en avant parce qu'on a aussi, alors sur la plateforme, il y a des gens qui sont connus, d'autres qui sont moins connus. Nous, notre but, c'est pas de mettre des gens connus comme masterclass.com, c'est de mettre des gens qui sont experts dans leur domaine, des entrepreneurs experts dans un domaine. Donc oui, il y a des gens connus parfois qui sont experts, et parfois il y a des gens qui ne sont pas connus et qui sont experts. Donc, on a des personnes qui ne sont pas forcément connues et qui se sont dit, bah, tiens, ce serait un bon moyen de me mettre en avant. Et aussi, il y a ce phénomène d'autorité, c'est-à-dire qu'une personne qui est sur Skill, par rapport au branding qu'on a mis en place, la personne elle va avoir aussi un effet d'autorité sur les gens qui vont la voir, parce qu'il y a une belle bannière, etc. On va se dire, ah ouais, cette personne, si elle est là, c'est que ça doit être solide, elle doit faire des choses bien, elle doit être experte dans ce domaine, etc. Donc, il y a aussi ce phénomène-là, et on a pas mal de personnes qui se sont recontactées, des formateurs qui se sont recontactés sur Insta, etc., pour aller plus loin. Il y en a qui lui demandent des accompagnements ou des choses comme ça. Donc ça, c'est cool là-dessus. Mais en général, ouais, c'est plus du partage, c'est plus de l'envie aussi de faire une masterclass. Il y en a pour qui c'est un challenge. Ils ont envie de participer un peu à cette expérience. Et nous, justement, on a mis un truc en place qui est très, très important pour nous. C'est justement de créer une expérience pour le formateur. Et pas juste qu'on soit en mode machine, que le formateur, il vienne, qu'on tourne une vidéo et qu'il dégage. Non, nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est vraiment dans l'humain. Notre but, c'est qu'on passe une journée avec le formateur, qu'on s'amuse, qu'on discute, qu'on parle, qu'on tourne la masterclass, qu'on kiffe, et avec le formateur, quand ils repartent, ils disent putain, c'était vraiment bien, et c'était tellement bien que j'ai envie d'en parler à mes potes entrepreneurs pour qu'eux aussi fassent des masterclass. Et généralement, c'est comme ça qu'on a construit toute notre parc de masterclass, c'est que c'est des gens qui nous ont recommandé d'autres gens. Et c'est vraiment comme ça qu'on a évolué. On veut la satisfaction client, mais on veut aussi la satisfaction sur les formateurs. Et là, on est en train de lancer, d'ailleurs, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place, qu'on aimerait mettre en place, c'est le revenu share, parce qu'on veut que les formateurs soient rémunérés au bout d'un moment, forcément. Donc, on aimerait mettre en place le revenu share, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un achat qui est effectué via une page d'un formateur, donc par exemple la masterclass de quelqu'un, il y a quelqu'un qui prend son pass en passant par la page d'une masterclass, et bien que le formateur touche une partie du pass. Par exemple, je sais pas, la personne arrive sur la page, elle paye son pass sur la masterclass de telle personne, eh bien, le formateur prend 20% du pass, tu vois. C'est un exemple, hein, le chiffre est Ouais, un non, mais exemple. c'est très smart. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place pour que le formateur ait aussi un revenu, en fait. Un revenu qui puisse pousser la masterclass de son côté s'il veut, qui puisse en parler. Voilà, c'est un truc auquel on est en train de penser, qui n'est pas facile à mettre en place, mais où je pense que c'est assez pertinent. Ouais. Ouais, clairement. Mais je reviens sur l'expérience. J'ai plusieurs potes, d'ailleurs plusieurs qui sont passés ici, qui ont fait des TEDx. Et ils ont vécu une expérience de speaker chez TEDx qui est juste. Ils ont tous. J'en ai aucun qui m'a dit putain, j'étais mal reçu, ça s'est mal passé et c'était pourri, quoi. Ils ont tous. C'est une grande étape de leur vie quand ils sont passés, quand ils ont fait un TED. Et parce qu'ils sont bien onboardés, ils sont bien accompagnés, etc. Et il y a un peu de ça chez vous, de ce que je crois comprendre aussi. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. Après, TED, effectivement, c'est une institution, dans le sens où vous devez être bien rodé maintenant, etc. Nous, on est encore en phase de testing sur certaines choses. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on tournait 2 masterclass en une journée jusqu'à maintenant. Là, on est en train de réfléchir à faire une seule masterclass par jour pour passer plus de temps avec le formateur et tourner peut-être d'autres contenus, etc. Donc, il y a toujours ce travail d'améliorer, toujours voir ce qui est le mieux pour le formateur et pour nous. Voilà, c'est toujours dans ce travail continuel d'améliorer et de créer une vraie expérience, parce que c'est vrai que les formateurs en général, ils aiment bien tourner une masterclass comme ça, stylée comme dans un film. Voilà, il y a un petit peu, je pense, le côté aussi égo qui rentre en compte, hein, mais souvent les
les gens aiment bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Et souvent, j'aime pas ou j'aime bien. C'est genre en mode, ah ouais, non, moi, ça m'intéresse pas, j'aime pas trop ces trucs-là. Soit, ah ouais, je kifferais en faire une, ça a l'air trop bien, je veux participer, tu vois. Et on a beaucoup de gens voilà, qui nous ont même demandé d'en faire une, sans forcément demander de rémunération ou autre. Souvent, les gens qui demandent une rémunération, c'est plus ces gens que nous, on va aller chercher, tu vois. On va aller voir quelqu'un, dire, on aimerait t'avoir sur la plateforme. Ben, cette personne-là, elle va demander est-ce que je suis rémunéré, ce qui est tout à fait légitime. Mais on a beaucoup de personnes qui nous demandent d'être sur la plateforme. Et pour le coup, ces personnes-là le font vraiment avec un partage, une envie, une motivation qui n'est pas du tout financière. Et alors, bien évidemment, nous, derrière, après, on signe aussi des contrats, parce que le but, c'est que la masterclass soit exclusive à Skill et pas qu'on la retrouve sur YouTube ou à vendre ailleurs. Donc, en général, on signe des contrats avec les formateurs pour effectivement que ce soit un contenu Skill. Après, le formateur peut, s'il veut, mettre des petits morceaux de 2 minutes sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a aucun problème. Mais le contenu appartient à Skill, quoi. Quand on avait parlé de la masterclass, moi, c'est le seul truc que je t'avais dit, je t'ai dit, mais est-ce que je peux le réutiliser moi aussi? Tu m'as dit, bah non, c'est le seul truc sur lequel tu peux pas. J'ai dit, en fait, c'était tellement clair que j'ai même pas batté. J'ai dit, ok, ben c'est clair, net. On voit que c'est pro et que vous avancez. Franchement, je kiffe trop. Ouais, parce que Pardon, vas-y. Non, excuse-moi, je rebondis. Non, je dis parce que si effectivement tous les formateurs ils peuvent avoir leur propre masterclass et la vendre de leur côté ou la donner, nous on perd un peu de notre sens dans le sens où il y a cette exclusivité qui fait que c'est exclusivement sur Skill, tu vois. C'est comme Netflix, tu vois, une série Netflix, tu peux pas la retrouver ailleurs et c'est un peu ça qu'on essaie de faire, quoi. Non, mais clairement, mais en plus c'est carrément ok, hein, mais il n'y a pas de souci. Au niveau, donc là on a bien parlé des formateurs. Au niveau des membres, des gens qui viennent acheter leur pass, c'est quoi leur motivation? Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pourquoi, pardon? Ils viennent. Quelle est leur motivation profonde quand ils souscrivent? Bah, en fait, on a différents profils du solopreneur. On a, alors, en point de vue avatar, on a le solopreneur vraiment qui a déjà un business, qui veut apprendre de nouvelles choses et qui veut scaler son business et qui veut, voilà, il veut juste apprendre des compétences. Et on a le profil plus, bah voilà, je veux lancer un business, je sais pas par où commencer. J'ai été intrigué par la plateforme, ça a l'air, tu vois, c'est intriguant quand même. Tu arrives sur le truc, tu connais pas, tu te dis, c'est quoi ça, tu vois? Parce qu'il y a l'effet branding, etc. Et on a ces personnes-là aussi. Donc nous, après, notre job, ça va être de les garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment tourner du nouveau contenu. C'est parce qu'on se dit que notre but, c'est d'accompagner le solopreneur dans sa vie entrepreneuriale. Parce que quand on est solopreneur, en fait, nos besoins ils changent tous les jours. Aujourd'hui, bah tiens, je dois closer un client au téléphone, il faut que je me forme sur le closing. Peut-être que demain, je vais me former sur la pub Facebook, tu vois. Peut-être qu'après-demain, sur la pub YouTube. Donc en fait, ça peut changer super vite. Et nous, notre but, c'est que dès que le solopreneur il a un changement, il a un nouveau besoin, il évolue dans son business, et bien qu'on soit là et qu'il ait juste à aller sur Skill pour répondre à son besoin. Mais sinon, les gens qui viennent sur la plateforme, vraiment, il y a les personnes qui ont bouffé de la formation de partout et qui disent ok, je veux un truc nouveau. On a les personnes qui veulent aussi accéder à une communauté, qui veulent accéder à une seule plateforme et qui en ont marre d'avoir des formations à gauche à droite de partout. Et puis après, tu as les personnes aussi qui sont intriguées par une seule masterclass, qui payent leur pass et après qui découvrent les autres en fait. On est vraiment dans cette optique-là. Il n'y a pas vraiment. C'est aussi le challenge qu'on a avec ce business model, c'est qu'en fait, c'est compliqué d'avoir une promesse. Parce qu'en fait, tu as plusieurs masterclass, tu as plusieurs profils. Et c'est compliqué d'avoir une promesse sans tomber dans une promesse vague voilà, c'est difficile de définir une promesse précise. On ne peut pas dire apprenez à scaler votre business en 30 jours. Enfin, on pourrait, mais c'est pas facile de trouver une promesse. Parce qu'on est dans un concept et en même temps dans un produit qui est pas où il n'y a pas, en fait, il y a pas une transformation. C'est-à-dire que c'est pas un accompagnement non plus. Donc en fait, et on a eu cette réflexion. Hein. On est aussi dans cette réflexion de se dire, voilà, est-ce qu'on met une promesse ou pas? Quel type de promesse? Parce que bah forcément, quand tu as une belle promesse, bah, ça augmente la conversion en général. Mais en même temps, on n'a pas d'accompagnement. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas aujourd'hui, pour l'instant, c'est que de la vidéo à la demande. Donc, il y a aussi ce challenge-là de se dire comment on peut augmenter la conversion et donner envie aux personnes de rejoindre, tu vois. Mais là où ce que je trouve vraiment, vraiment très smart, c'est qu'on sait très bien que le marché des acheteurs de formation, une personne qui achète une formation, elle n'en achètera jamais qu'une. Une fois qu'elle a mis le doigt dedans, elle va en regarder beaucoup. Et on sait aussi que le taux d'ouverture d'une formation il est très faible comparé au prix, où en fait il y a quand même un vrai engagement financier. Le taux de et je vends des formations et je l'accepte en fait, c'est pas une critique. Hein. Le taux d'utilisation de la formation il est quand même limité et le prix est assez cher. Vous avez réussi à allier un peu les deux trucs, je trouve.
C'est-à-dire qu'en gros, les gens veulent voir beaucoup de formations, ils sont dans ce mode-là. Ben, en fait, vous l'avez fait. En plus de ça, ben, du coup, ça coûte même moins cher que si j'en avais acheté une plein pot. Et dans tous les cas, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une découverte. Et vous faites des Ouais. masterclass. C'est là où je trouve que votre produit, il est extrêmement bien pensé, en plus d'être bien réalisé. On parlait tout à l'heure de la réalisation, en plus de ça, je le trouve hyper bien pensé. C'est le genre de projet où je suis très jaloux de votre projet, en toute sincérité. C'est un projet, j'aurais adoré que tu me le pitches il y a 1 an et que tu me dises on y va, tu vois. C'est genre, je trouve vraiment hyper fit en fait. Il est fité Ouais. pour la façon dont ça se passe aujourd'hui, et je trouve ça vraiment vraiment bien. Bah, Euh, merci. Ça fait plaisir. c'est vraiment sincèrement. C'est toi qui as beaucoup d'expérience sur le marché, ça fait plaisir de voir ça, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment sincère. Côté 20-80, ça a été quoi le plus gros domino qui a été actionné sur Skills? Tu nous as parlé tout à l'heure de ta vidéo, Ouais. mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette autorité? Qu'est-ce qui vous a permis Sur de Skill? l'obtenir? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Sur Skill, le 20-80, c'est une super question. Je pense que vraiment le 20-80, ça a été vraiment la bêta test, faire une bêta test. Vraiment, parce que si on avait lancé notre produit en mode demain, il y a un nouveau produit qui sort, on aurait eu l'effet de buzz, mais on aurait peut-être sorti le produit à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire? Là, en fait, comme on a pris des retours, comme on a pu améliorer le produit par rapport aux retours qu'on a eus, et vraiment faire avancer le produit par rapport à ces retours-là, ça nous a permis de vraiment taper dans le mille au moment du lancement. Alors que si on avait lancé en mode on le dit à personne, on lance le produit, on aurait peut-être fait un truc, ouais, on aurait été largué, quoi. En mode merde, on n'aurait pas dû faire ça, quoi. Genre en mode on aurait peut-être fait, je sais pas, mais tu vois, des masterclass trop longues ou, ou mis des options, des fonctionnalités qui n'étaient pas adaptées, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu as des ressources sur les masterclass, tu as des quiz. Alors ça, c'est un truc qu'on est en train d'améliorer, mais tu as des quiz sur les masterclass, etc. Et c'est des trucs qu'on aurait peut-être fait à côté de la plaque. Euh, Parce que le fait d'avoir vraiment créé cette bêta test, ça nous a permis d'avoir des retours vraiment pertinents du style, ah bah, le retour qu'on a eu, par exemple, qui était hyper pertinent, c'est que le temps optimal et que les gens veulent pour une masterclass, c'est entre 1 et 2 heures. Voilà. Les trucs de 4 heures, en fait, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, sauf si ils veulent devenir experts dans un Mm. domaine. Voilà, je me reconvertis, je veux devenir consultant, je sais pas quoi. Ok, ça peut être long, il n'y a pas de souci. Mais là, on est dans un principe, on vise des solopreneurs, et les solopreneurs, ben, ils veulent apprendre plein de choses, ils veulent maîtriser plein de petites compétences, machin. Et une formation de 4 heures, ça les gave. Donc, ils veulent entre 1 et 2 heures. Et ça a tout changé pour nous parce que on a fait des formats entre 1 et 2 heures. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'est là, en fait, où ils vont au bout des formations. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut voir à peu près, les gens vont à 70-80% des formations. On veut l'améliorer, évidemment. C'est un chiffre qui Mais c'est peut être déjà bon. Oui, c'est déjà bon, c'est ça, c'est déjà bon, mais ça peut être aussi, on peut aussi se dire merde, ils vont pas au bout. Mais souvent, ils vont pas au bout, pourquoi? Parce que souvent, à la fin, tu as aussi un module conclusion, etc. Et les gens ne regardent pas forcément la conclusion. Ils finissent leur truc, ils disent ah, c'est bon, j'ai compris, je vais sur mon business, et ils voient qu'il y a la conclusion et ils ne regardent pas la suite. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc 70-80, c'est vraiment un bon score, et notre but, c'est d'arriver à 90. Et ça, c'est grâce aussi à la bêta test qu'on a réalisée, quoi. Mhm. Et à contrario, s'il y avait une erreur sur laquelle tu conseillerais à quelqu'un de ne pas tomber dedans? Alors, l'erreur qu'on a faite, et c'est un sujet encore aujourd'hui, c'est qu'on est un peu dans un business model qui a un mix de plein de business models. C'est-à-dire qu'en général, quand on lance un business, si on veut qu'il cartonne et être sûr qu'il marche, on prend un business qui existe déjà, qui marche, et on le copie. Ou alors, on prend un business model américain aux États-Unis et on fait pareil. On fait pareil. Exemple, Mentor Show, ils prennent Masterclass, ils font pareil en France. C'est carré. Le branding, bon, est différent, ça se discute, mais le business model, c'est le même. Donc en fait, tu es sûr que si tu pousses le truc et que tu vas à fond, ça marchera. Nous, on a un peu pris de Masterclass, un peu pris de Mentor Show, un peu pris de Skillshare, de Udemy. On a fait un mix, on a créé notre propre truc. Il n'existe aucune boîte dans le monde qui vend des Masterclass type film à des solopreneurs avec un abonnement et qui produit tout le contenu. Ça n'existe pas. Donc c'est nouveau. Et le truc, c'est que comme il n'y a pas d'antécédent sur est-ce que ça a déjà marché, c'est compliqué pour nous de se dire, OK, c'est un produit winner. On sait que le produit, tout le monde le kiffe, etc. On nous le dit. Mais après, ce qui va vraiment déterminer si ça va être un projet qui va impacter vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, eh ben, ça va être justement le terrain et est-ce que les ventes rentrent et est-ce que le marketing fonctionne, et est-ce que le produit plaît, etc.
Pas juste votre projet il est cool, tu vois. Parce que c'est souvent le truc qu'on a, c'est votre projet il est cool. Mais ok, mais maintenant il faut qu'il fonctionne, tu vois. Faut qu'il marche, faut qu'il y ait des clients, faut que. Et c'est vrai que le fait qu'on a un business model qui soit assez nouveau, ça peut être une erreur. C'est-à-dire qu'on aurait pu le tourner d'une autre manière et de faire en sorte que ce soit plus calqué sur un business model déjà existant. C'est une réflexion qu'on a eue. Je pense que on essaie toujours d'apprendre de ses erreurs. Si c'en est une, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce que je conseille, moi, si on lance un business aux personnes qui nous écoutent, c'est d'essayer quand même de créer un business model qui existe déjà. Le but, c'est pas de copier un business, c'est de copier un business model, ce qui est différent. Et s'en inspirer. 100% d'accord. Mais là-dessus, il faut se méfier d'un truc, et c'est pour ça que je pense que votre erreur, j'imagine de mon homme la vie que c'est pas forcément spécialement une erreur. Parce que si tu copies un truc clé en main, tu peux avoir un biais du survivant en disant, OK, ça a fonctionné, donc je vais répliquer pareil, sans comprendre en fait les trucs qui n'ont pas fonctionné. Donc tu peux répliquer ce qui fonctionne, ce qui est visible, et également répliquer les erreurs qui ont déjà été. Donc en fait, c'est pour ça que moi je me méfie du copycat ou de la réplication, ou même de m'inspirer. J'aime bien souvent raconter. C'est pour ça que cette question sur les erreurs, en plus, elle arrive en fin d'épisode. Tu vois, on est à 54 minutes. Stratégiquement, elle est pas bonne. Mais en fait, je m'en fous. Parce qu'en fait, pour moi, tes erreurs, elles sont plus importantes que réellement tes succès. Parce que tes succès, il y a ce que tu veux raconter, il y a un peu de storytelling. Et puis surtout, ça va être un succès dans un contexte. Et si on n'a pas le contexte, on n'a pas le truc. Donc, cette question des erreurs, et justement, si tu copies un truc, tu t'affranchis en fait de ce truc-là. Et c'est pour ça où moi, je trouve que non, là-dessus, dans tous les cas, comment t'aurais fait? Tu sais, il y a le fameux truc des avions japonais, j'ai déjà raconté ici, je vais pas le refaire, mais tu sais, qui rentrent et machin, et ils regardent où il y a des trous. Mais c'est pas là où il y a des trous, c'est ceux qui rentrent pas, les avions qui sont fait shooter, machin, etc. Donc, je sais pas comment tu vois le truc, mais moi, c'est une bonne réflexion que tu as aussi. Mais en fait, je disais ça dans le sens où nous, on a inventé un business model, et c'est vrai que quelqu'un qui veut lancer un business, tu vois, qui se dit, OK, j'ai pas forcément d'idée, qu'est-ce que je vais pouvoir chercher? Le meilleur truc, c'est que tu prends un business model américain et tu le refais en France. Mais 100% d'accord. Et d'ailleurs, vous avez pas choisi la facilité. Ouais, c'est ça, on a pris un truc nouveau, on a créé Exactement. un truc nouveau. Donc c'est un produit innovant, mais sans tech. Et c'est ça aussi, alors je l'ai pas dit, mais parce que j'ai eu l'expérience du coup de faire pas mal de pitch et tout, et c'est ça aussi où c'est intéressant. Il y a 2 points qui nous ont bloqués, pas bloqués, mais qui ont été un peu des freins durant les pitchs. C'est, alors j'ai perdu mon premier point, mais le deuxième, c'est alors si c'est ça, c'est qu'on a un produit innovant, mais pas technologique. C'est-à-dire que on n'a pas de tech derrière. C'est un WordPress, etc. Il n'y a pas de tech en mode on a créé un produit hyper tech. Donc forcément, souvent les investisseurs quand ils voient de la tech, bon ils alignent 2 millions, ils disent voilà c'est de la tech machin. Nous on n'est pas de tech, on est de l'éducatif, on n'est pas de la tech. Et ça les gens ça peut les faire freiner. Et le deuxième point, c'est que on n'est pas non plus certifié CPF, diplômant machin. Et nous justement on voulait pas de ça, on voulait avoir ce côté très américain, très très US en mode on casse les codes, on a un produit qui est pas cher. Il n'y a pas ce côté académique. Nous, on veut vraiment justement que les gens se forment à la demande quand ils le veulent, où ils le veulent, et qu'il n'y ait pas ce côté parcours où tu as l'impression d'être à l'école, etc. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et nous, on vise ces personnes-là. Et c'est vrai que dès qu'on pitch ce truc, c'est en mode, la première question, c'est, et vous êtes certifié parce que la France, elle donne de l'argent gratuit, etc. Vous devriez le faire. Oui, mais nous, c'est pas notre vision, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Je suis d'accord, on s'assied peut-être sur de l'argent, mais en fait, on aurait dû changer quasiment tout notre produit juste pour être certifié, tu vois. Coup d'opportunité, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Donc après, peut-être que c'est une erreur de notre part, mais c'est vrai que c'est des freins qu'on a rencontrés. Et il y a un truc aussi le conseil que je peux dire, c'est si jamais vous rencontrez des investisseurs ou quoi, c'est un point que je trouve assez important, c'est faites attention parce qu'ils vont vouloir un peu vous faire changer votre business. Ils vont dire non, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, alors qu'en fait, ils connaissent rien à votre business. C'est-à-dire que moi, je connais le marché, je connais mon business, je dis pas que j'ai raison, mais souvent les mecs qui te parlent, en fait, ils sont pas du tout dans ton marché ou autre. Ouais, ils ont pas le et contexte. Je m'en suis rendu compte. Voilà, exactement. Et j'ai lu justement l'histoire du mec de Gymshark qui a sa boîte qui vaut 1 milliard maintenant. Ce qui est assez marrant, c'est que tous les investisseurs qu'il rencontrait, ils lui disaient qu'il fallait absolument que ce soit dans les magasins, que ce soit dans le retail, c'est super important, il faut qu'il fasse ça. Et lui, il a dit non, mais les gars, moi, je veux pas de ça, moi, je veux vendre sur Internet. Et c'est ça qui l'a fait cartonner, tu vois. Gymshark, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a démarré en drop et aujourd'hui, ça vaut 1 milliard. Voilà, c'est une marque de vêtements de sport qui a globalement explosé via les influenceurs, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'il a, lui, c'est du e-commerce, c'est full e-commerce. Et c'est vrai que tous ses mentors, etc., les investisseurs, lui disaient d'aller dans le retail. Et s'il l'avait fait, il n'en serait peut-être pas là où il est aujourd'hui. Donc, parfois, il faut aussi faire confiance à son intuition, à ce qu'on veut vraiment. Et
Et ça, je pense que c'est un truc qui est super important. Carrément. J'ai pour coutume de poser une question qui fait souvent rire les invités. Mais si, admettons, tu avais la possibilité maintenant, en un claquement de doigts, de te réincarner en ce que tu veux, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu as 24 heures dans le corps ou dans le métaverse de ce que tu veux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ou qui ça pourrait être? Genre pendant 24 heures, je vis 24 la heures. vie de quelqu'un d'autre ou d'autres choses. Exactement. Ah, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. En fait, j'hésite entre deux trucs vraiment complètement différents, quoi. Vas-y. Allez, vas-y, on va. Alors, j'ai pas forcément de nom, mais j'hésite entre, tu vois, me réincarner dans la vie d'un big entrepreneur, tu vois, type Elon Musk ou Jeff Bezos, pour voir un petit peu sa life et voir si là-haut on est plus heureux ou si en fait la vie c'est the same shit, tu vois, un peu. Ils ont aussi des petites emmerdes, genre est-ce que Jeff Bezos il doit aller à la poste, tu vois, j'en sais rien. Mais juste pour voir, tu vois, juste pour voir si le mec est plus heureux. Est-ce qu'il arrive à la poste et qu'elle est fermée, tu sais? Exactement. Est-ce qu'il y a la queue de 3 heures aussi? Tu vois, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils ont les mêmes petites emmerdes ou est-ce que c'est vraiment une autre life? Et je pense que moi, ils ont les mêmes petites emmerdes. Je pense que là-haut, c'est pas forcément plus rose. Et j'hésite sinon avec un truc type vraiment débile, hein, genre type un arbre, tu vois, genre juste pour voir ce que ça fait d'être apaisé, de ne pas avoir de problème, tu vois, d'être immobile, tranquille, d'être serein. Et ça n'a rien à voir pour le coup, mais je pense que ça peut être marrant en fait d'être une plante ou un arbre. Je suis pas perché comme ça pourtant d'habitude, mais Non, mais je suis je me assez étonné de dis ta réponse, du coup, c'est vrai. ouais, mais c'est deux vies complètement différentes. Tu vois, la vie fast life un peu, juste voir est-ce qu'on est plus heureux, et la vie en mode tranquille, en mode je suis une plante et je bouge pas. Est-ce qu'on est plus heureux, tu vois? Et voilà, si c'était pour 24 heures, en vrai, il y aurait pas trop de risques. Pour toute ma vie, je prendrais peut-être un risque à devenir un arbre, mais pour 24 heures, je pense que voilà, l'expérience se tente, quoi. Dans ces deux réponses, il y a des patterns on peut identifier des patterns quand même, genre la Ah, tranquillité et l'hyperactivité, ouais, et en gros, exactement. lequel est le plus apaisé, tu vois? C'est un peu. Parce que moi, je suis des deux, c'est-à-dire que je suis hyperactif, mais j'ai besoin aussi de calme parce que parfois ça va. Enfin, je suis HPI, donc ça va un peu, c'est un peu brouillon parfois là-haut. Ça fuse dans tous les sens. Donc il faut un peu de calme pour apaiser tout ça, quoi. Et retrouver la créativité, retrouver le. C'est important. Et justement, dans ces moments de calme, t'es comment? T'as pas peur du vide dans ces moments de calme? C'est le problème, c'est que c'est jamais vide. En fait, le gros problème que j'ai, moi de mon côté, c'est que quand je ne fais rien, quand je suis pas dans l'action, je me pose tellement de questions que ça peut vraiment, je peux avoir vraiment des moments de down. Alors pas de down en mode dépression, je suis par terre avec de l'alcool, non, c'est pas ça, mais tu vois, en mode où je remets en question un peu toute ma vie, quoi. C'est le problème que j'ai. Donc il faut impérativement que je sois dans l'action, parce que dès que j'ai rien à faire, je me dis, mais attends, mais est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que tu vois? Et comme quoi, en fait, on se pose tout le temps les questions. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un objectif, de foncer, enfin, si l'objectif est clair. Et le pire, et moi c'est là où vraiment j'ai un gros travail à faire, c'est quand je suis dans l'indécision, quand mes objectifs sont flous, ou c'est pas clair, je suis je vais pas dire dans l'inaction, mais je suis dans l'incapacité d'agir. Autant quand c'est clair, je vais à 2000 à l'heure, quand c'est pas clair, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs journées où je ne fais quasiment rien parce que je ne sais pas quoi faire, parce que c'est pas clair dans mon esprit, c'est flou et ça fuse trop. Donc mon but, moi, c'est vraiment d'avoir des objectifs clairs et après, je fais redescendre mon cerveau en mode un peu de méditation, etc. Et après, si c'est clair, je vais très très vite, quoi. Mais il faut Je vraiment qu'il y ait souris cette parce que clarté. je me reconnais tellement dans ce que tu dis. C'est assez. Ouais, c'est pour ça que je souris, hein. C'est que pour ça, mais tellement. Vaste sujet, on pourrait refaire une heure là-dessus, je pense. Mais Exactement. du coup, pour toi et pour ton projet, c'est quoi la suite? C'est une super question. C'est la suite, c'est ce qui sera construit là dans les mois à venir. Là, on est à un tournant, je pense, de skill parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes difficiles, notamment là, on a passé 3 mois sur une levée qui n'a pas été réalisée. Euh, on, on a- disons qu'on n'a pas encore fait énormément de marketing, donc on a des clients, mais on n'a pas fait énormément de marketing. Donc en fait, les mois qui viennent vont être déterminants pour savoir si notre produit est vraiment un produit
qui peut devenir une référence sur le marché entrepreneurial français. Et j'en suis convaincu. Moi, j'en suis convaincu. Après, c'est effectivement comment ça va être exécuté. Il faut bien le faire, il faut bien mettre les choses en place, il faut bien le scaler. Mais ça va être déterminant. Nous, notre but, c'est de créer un vrai mouvement sur le marché francophone, qu'on soit la référence numéro 1 de la formation pour les solopreneurs, qu'en France, on atteigne 15, 20 000, 25 000 membres sur la plateforme d'ici la fin 2022, 2023, voilà, entre ces 2 années. L'année prochaine, 10 000 membres, ce serait bien. 2023, 15, 20 000, ce serait bien aussi. Ça permettrait d'avoir, voilà, d'atteindre assez rapidement plusieurs millions d'ARR. Et alors, je dis ça pas forcément parce que les chiffres, c'est bien, mais parce que les chiffres, ça te permet aussi de déterminer ton impact sur le marché. Et tu vois, quand tu es une boîte de formation, production, et que tu es sur le marché francophone et que tu commences à faire plusieurs millions, pour moi, tu es une référence. Et c'est notre but. Voilà, c'est notre but. Et il y a beaucoup de travail, il y a un chemin assez long, mais on doit passer par là pour devenir une référence. C'est une expérience très difficile parce qu'en fait, ce que j'ai vécu avant, c'était plus simple. C'est-à-dire que j'étais vraiment en contrôle de tout. Tu vois, quand tu es solopreneur, il n'y a que toi. C'est toi, en fait, tu hustle et ça passe, quoi, tu vois. C'est en mode, si tu taffes beaucoup, ça passe parce que tu sais ce qu'il faut faire. Là, on est dans un marché qui est vraiment différent, un univers très différent, où on ne maîtrise pas forcément tous les paramètres parce que tu as de la concurrence, parce que tu as ci, tu as ça. Et il va falloir vraiment se démarquer. Donc, je pense qu'on l'a déjà fait via notre produit qui est très différenciant. Mais maintenant, va falloir trouver des moyens de scaling. Là, vraiment notre challenge numéro 1, c'est trouver le tunnel qui va faire que on va pouvoir faire rentrer beaucoup de clients, parce que juste envoyer les clients sur le site, c'est pas forcément la bonne solution, puisque c'est pas une sorte de promesse où tu as un tunnel de vente et le mec achète. On est sur un concept, même si on est en train de refaire tout le copywriting. Donc là, c'est vraiment le challenge, c'est trouver un tunnel qui marche bien, une manière de vendre notre produit qui marche bien. Est-ce que ce sera les webinars? Est-ce que ce sera peut-être via de la pub et après une masterclass gratuite? J'en sais rien. Mais une fois qu'on a trouvé ce tunnel, on scale. Après, ça va nous permettre de vraiment faire de la production. C'est notre but. C'est vraiment essayer de scaler d'abord, ensuite aller chercher beaucoup plus de production. Et après, une fois qu'on est bien lancé, je pense que ça ira tout seul. Dès qu'on arrive à un certain palier de clients et un certain MRR, ce sera vraiment beaucoup plus simple d'aller scaler et chercher de la croissance, quoi. C'est très clair. Merci beaucoup pour ta transparence. S'il y a un endroit où on doit te retrouver, qu'est-ce qu'on met comme lien en dessous de l'épisode? On peut mettre YouTube. Ouais, YouTube, je partage ma vie. Alors, ce qui est assez marrant, alors ma vie, pas quand je cuisine non plus, mais ce qui est assez marrant, c'est que sur YouTube, on peut vraiment voir toute l'évolution de ma vie entrepreneuriale. C'est-à-dire que je parle vraiment de tous les trucs que j'aime et parfois, ça n'a pas forcément de sens. Parfois, je parle de business, parfois, je parle de NFT, parfois, je parle de crypto, parfois, je parle de skill. Donc, en fait, je parle même de cartes Pokémon parfois. Enfin, donc, en fait, ça n'a pas forcément de sens, mais on va dire que ça me représente. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très curieux. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Comme on l'a dit, je m'ennuie assez facilement. Donc, c'est pour ça que je touche à pas mal de choses et ça me fait kiffer. Donc, si vous voulez un peu vous intéresser à pas mal de choses dans les investissements, dans les business, marketing digital, je partage plein de trucs. Parfois, c'est des conseils, parfois, c'est mes investissements. Donc, voilà. Sur YouTube, je pense que c'est là où je publie le plus de choses. Ok, super. On mettra le lien de Skill aussi pour Ouais, ceux qui veulent aller carrément. regarder et s'inscrire. C'est top. Merci beaucoup en tout cas. J'ai vraiment passé une heure vraiment trop cool. On a beaucoup Merci, de Gérald. Ouais. patterns en commun. J'ai vraiment kiffé. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était super cool. Merci pour l'invite. Et puis, bonne chance au prochain. Super. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.